Alors, je vous présente le troisième groupe d'intervenants ce matin. D'abord de l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son, l'Actis, Gilles Charland, qui est le directeur général. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, Mylène Cyr, la directrice générale. Bonjour, merci d'être là. De l'Association des propriétaires de cinéma du Québec, Vincent Guzzo, président. Monsieur Guzzo, bonjour, bienvenue d'être avec nous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et de l'Observatoire du documentaire, Hugo Latulippe, qui en est le président. Bonjour, Monsieur Latulippe, merci d'être là. Je cède d'abord la parole à Gilles Charland, directeur général de l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son. Vous avez 5 minutes, Monsieur Charland. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, bonjour. Merci de nous recevoir à l'occasion de ces consultations. L'Actis représente plus de 6200 techniciens occupant 134 fonctions. Nous sommes aussi membres de la Coalition de la culture, le cœur du Québec. Concernant l'objet spécifique de la consultation, le projet de la politique québécoise de la culture, nous en appuyons les grandes orientations. Nous considérons qu'il est essentiel que l'État québécois affirme haut et fort son engagement indéfectible à l'endroit des arts, de la culture et des créateurs, des artistes, artisans et travailleurs culturels. Dans le contexte actuel de la mondialisation, des changements dans le monde, on pense que la culture, les arts doivent être un choix de société. Dans cet esprit, nous considérons que les objectifs 2.5, 2.6 et 2.7 de la politique qui visent les conditions socio-économiques, la formation et l'inclusion des autres, des artistes professionnels et des travailleurs culturels, devraient se voir accorder une importance qui leur revient et devenir comme telle une orientation, une 5e orientation qui pourrait se libeller ainsi. Soutenir les ressources humaines des arts et de la culture avec comme sous-objectif des conditions de rémunération globale concurrentielles pour faire face à des pénuries de ressources humaines qualifiées et un soutien au développement professionnel des artistes, des artisans et des travailleurs culturels. Ainsi, le gouvernement marquerait une reconnaissance indispensable face à ces ressources sans qui notre culture n'existe pas. Dans toutes les organisations, les dirigeants se targuent que les ressources humaines sont la plus grande richesse, la matière première. Cela est d'autant plus vrai en création culturelle. Il est donc impératif que le gouvernement les place au centre de sa politique et de ses investissements. Et avant toute chose, nous demandons que les arts et la culture deviennent formellement une priorité gouvernementale, reconnue comme un pilier de notre société et que la culture soit reconnue comme un secteur stratégique, avec tout ce qui vient. Nous demandons ainsi que les budgets du ministère de la Culture et des Communications dédiés aux arts et à la culture soient augmentés de façon substantielle, puis indexés annuellement par la suite. À cet égard, permettez-moi de citer un de nos politicologues émérites, aujourd'hui décédé, M. Léon Dion, qui, dès 1987, qualifiait de mesquine l'aide financière du gouvernement du Québec, indiquant que dans une société comme la nôtre, la part du budget dévolue à la mission culturelle devrait être de 3 % du budget. Nous demandons aussi le renforcement de nos institutions publiques qui ont fait leurs preuves, comme la SODEC et le CALC, et un meilleur soutien aux associations et regroupements nationaux. Et enfin, nous demandons qu'il y ait une meilleure coordination entre les différents ministères concernés, compte tenu de l'état d'emploi des gens qui y travaillent, travailleurs atypiques, et qui n'en rentrent pas dans les cases actuelles des différents ministères. Rappelons qu'en 2014, près de 176 000 emplois étaient directement liés à la culture au Québec, ce qui représente 4,4 % de tous les emplois, et que la contribution directe des industries culturelles était de 14,5 milliards, soit 4,3 % du PIB, beaucoup plus que d'autres industries largement subventionnées. Au fil des compressions budgétaires, la preuve est faite que les conditions de pratique et socio-économiques de la vaste majorité des personnes qui font la culture se sont détériorées. À cela s'ajoute le développement fulgurant des productions sur le Web, qui tire malheureusement les conditions de tournage et de travail vers le bas. Il faut s'assurer que le Far Web, que nous baptisons ainsi en raison de l'absence de règles, ne devienne pas la nouvelle norme de travail. Aussi, il faut que cesse, je dirais, la coupure dans le nombre de jours de préparation et de tournage, les coupures dans la post-production, l'augmentation du nombre de pages tournées par jour, qui augmente dramatiquement, la multiplication des lieux de tournage, les nombreux changements de décor dans des conditions souvent difficiles, bref, une augmentation de la cadence et une compression du travail des équipes. Et ça nous amène
de plus en plus à ce que je vais appeler à produire ce qu'on appelle du fast-food. Et ça joue aussi sur les conditions socio-économiques des artistes. Parce que quand il y a moins d'argent, on tourne les coins plus ronds en termes de concept d'émission, de qualité de tournage. Bien sûr, le citoyen qui regarde la télé ou le cinéma va voir un film ou une émission de tant de minutes, mais pour les spécialistes du domaine, la qualité, le contexte doivent être extrêmement importants. Alors, le gouvernement doit aussi s'attaquer à la modernisation de la loi sur le statut de l'artiste, qui est fort important en vous inspirant de la loi dans le domaine de la construction, un domaine assez semblable en termes de multi-employeurs, multifonctions, mobilité de main-d'œuvre, etc. Et il y aurait là de quoi s'inspirer, notamment pour rendre obligatoire une adhésion à une association, à ce que le versement de pourcentage de la formation soit dédié à un fonds de formation qui pourrait être géré conjointement, contribution obligatoire au filet social. Alors ça nous apparaît des grands éléments qui feraient reconnaître la culture comme une ressource première naturelle du Québec. Vous dites dans votre politique que c'est le talent, le savoir et la créativité. Nous ajoutons ce qui propulse le talent, le savoir et la créativité. Ce sont des hommes et des femmes qu'on doit reconnaître, valoriser et à qui on doit permettre de gagner dignement leur vie. Merci. Merci, M. Charland. Je vous propose d'écouter maintenant Mylène Cyr, directrice générale de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec. Madame Cyr. Merci. L'ARC est une association qui représente tous les réalisateurs et réalisatrices du Québec œuvrant en français dans des productions télévisuelles, cinématographiques et numériques. L'association compte plus de 750 membres. J'aimerais d'abord vous remercier pour l'invitation à ce forum. Il est important pour nous de faire valoir le point de vue des réalisateurs sur cette nouvelle politique culturelle. Nous apprécions d'ailleurs grandement cet effort de révision de la politique culturelle, malgré les avancées importantes qu'elle a permises. Il est temps de faire certains constats, de l'adapter au nouveau contexte et d'en améliorer certains aspects. D'emblée, nous sommes d'accord avec les grandes orientations présentées par le projet de politique québécoise de la culture par le ministre Fortin en juin dernier. Réaffirmer la nécessité de soutenir la création en s'assurant d'améliorer la condition socio-économique de ceux qui en sont à la source, les artistes, est au cœur de cette stratégie. La production audiovisuelle constitue un volet important de la culture au Québec et nous ne pouvons que nous enorgueillir de son rayonnement ici même et à l'étranger. Jusqu'à tout récemment, les politiques culturelles et l'encadrement réglementaire ont favorisé l'essor de la production audiovisuelle nationale. Toutefois, l'arrivée des plateformes de diffusion numérique étrangères, la tendance à la déréglementation des diffuseurs canadiens de contenu culturel et l'attrition de l'aide financière publique à la production nous portent à craindre pour le futur des œuvres audiovisuelles québécoises. Or, les nouveaux joueurs de diffusion numérique ne sont pas soumis aux règles de contenu canadien, ni de contribution à la production d'œuvres originales canadiennes, ni à des obligations de percevoir des taxes. Il y a donc de moins en moins d'argent pour la production audiovisuelle, alors que l'on fait face à une concurrence étrangère accrue. C'est aussi vrai pour notre cinéma. La baisse des budgets de production a entraîné une dégradation des conditions de travail et de création de nos artistes. On en arrive aujourd'hui à un point de rupture. L'on ne peut indéfiniment compenser la baisse des revenus en limitant les dépenses de production. La compression du travail des équipes de tournage atteint même la santé et la sécurité de nos travailleurs culturels. En dollars constants, la production audiovisuelle dispose de moins de ressources qu'il y a 25 ans. Il est donc urgent que les budgets du ministère de la Culture et de Communication soient augmentés et régulièrement indexés, afin que la SODEC, le Calque et Télé-Québec puissent assurer la vitalité du secteur audiovisuel et en soutenir ses artistes. Il est également important que les crédits d'impôt soient maintenus, voire bonifiés, notamment pour y inclure les productions numériques. Une des orientations principales de la politique culturelle du Québec en 1992 prévoyait d'améliorer les conditions de vie professionnelles des créateurs et des artistes. Bien que le système de négociation collective mis en place par la loi S32.1 est à l'origine d'avancées importantes en termes de conditions d'engagement des artistes, il reste encore bien du chemin à parcourir pour qu'elle atteigne son but de créer des conditions minimales d'emploi pour nos artistes. Effectivement, après une étude menée auprès de 5 associations d'artistes en 2013, dont l'ARC, 2242 productions financées par la SODEC et 1388 productions ayant reçu des crédits d'impôt, à peine plus de 50 étaient couvertes par des ententes collectives. Un résultat surprenant
est plus que décevant. La situation la plus fragile est sans doute dans le domaine du documentaire. Le premier volet d'une étude conduite par l'UQAM sur le portrait des documentaristes au Québec en 2015 révélait que les revenus provenant de la réalisation de documentaires étaient en moyenne de 23 153 $ pour les hommes et de 15 798 $ pour les femmes. À peine 49 % des documentaristes affirment avoir une couverture d'assurance santé, dont 48 le sont par le biais de leur association professionnelle et 36 % par l'assurance de leur conjoint. Avant même d'investir des sommes supplémentaires pour améliorer la situation, l'État québécois peut agir par la réglementation. Il peut s'assurer que les productions qu'il subventionne respectent les conditions minimales en exigeant simplement qu'elles soient couvertes par les ententes collectives existantes. Afin de rester cohérent avec sa propre politique culturelle, l'État doit s'assurer que les producteurs qui privent les artistes des conditions minimales d'emploi ne puissent recevoir d'aide publique. Quant à la crise de financement, le Québec dispose d'un outil de taille pour y remédier, son pouvoir de taxation. L'ARC encourage le gouvernement québécois à étudier des solutions fiscales pour créer un fonds dédié à la production de contenu culturel. Les diffuseurs numériques étrangers ne paient actuellement pas de taxes de vente. Des moyens fiscaux sont à la disposition du gouvernement, telle qu'une taxe sur les services Internet résidentiels, afin de soutenir la culture, comme le recommandait le rapport Godbout. Enfin, le ministère de la Culture et des Communications doit s'associer au ministère de l'Éducation pour s'assurer que la culture québécoise ait une place prépondérante dans nos écoles. Notre patrimoine cinématographique constitue d'ailleurs un trésor culturel largement inexploité qui devrait être intégré dans le curriculum scolaire au même titre que la littérature québécoise ou l'histoire. Car pendant qu'on pense à faire rayonner nos œuvres à l'étranger, on oublie que c'est d'abord et avant tout ici que notre culture doit rayonner et que ça commence avec nos enfants. Il faut fidéliser notre public avant de regarder ailleurs. Plus que jamais, les œuvres produites au Québec doivent rester pertinentes pour le public québécois, particulièrement francophone. Il faut qu'elles puissent rester à la hauteur de la concurrence afin de raconter nos histoires, notre culture. Pour ce faire, il faut lui donner les moyens de ses ambitions. Merci. Merci, Mme Cyr. Je vous propose d'écouter maintenant Vincent Guzot, qui est président de l'Association des propriétaires de cinéma du Québec. Monsieur Guzot. Bonjour. Monsieur le ministre, je veux vous assurer que moi et Mme Cyr, on ne s'était pas parlé avant. Mais la manière qu'elle a fini sa présentation, je pense que ça va. C'est bon parce que c'est comme ça que je vais ouvrir la mienne. Je pense que votre document de travail est intéressant. Je pense qu'on doit le fignoler au niveau des priorités. Et je vous donne un bon exemple. Je pense que les 3 dernières années, on a eu des parts de marché d'à peu près, le cinéma québécois a eu une part de marché d'à peu près 6, 7 et 5 %. Cette année, je pense qu'on va, présentement, je pense qu'on est dans les 12 à 13 %. Et ce n'est pas parce que le cinéma américain n'a pas bien performé, c'est parce que le cinéma québécois a très bien performé avec une coproduction française, Ballerina, Bon Cop, Bad Cop, qui est presque à 6 millions, et De Père en flic, qui a surpassé le 6 millions. Je ne suis pas convaincu qu'un de ces 3 films-là va gagner aucun prix à Cannes. Je ne suis pas convaincu non plus qu'il va être en nomination à Berlin. Et je pense que ça ne va pas vraiment faire rayonner notre cinéma à l'international. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est que ça l'a interpellé les Québécois. Ça l'a donné goût aux Québécois, à 8 millions de Québécois en question, là. Ceux que, pour être un petit peu Machiavel dans ma présentation, ceux qui vont voter aux prochaines élections. C'est eux qui ont été interpellés par ces 3 films-là. Et il y a multiples joueurs dans le milieu du cinéma, et j'ai utilisé cette expression ici, même si ça n'existe pas. On est des triplets samois. Normalement, on connaît les jumeaux, mais on est des triplets. Il y a la production, distribution, exploitation en salle. Quand la production souffre, nous, on a mal en distribution, à l'exploitation. Quand l'exploitation ne fait pas son travail, la production va souffrir et la distribution va payer aussi. Donc, tous les 3, on est liés intimement. Dans notre lié intimement, il faut faire attention à qui qu'on écoute. Et il faut faire attention que pas tout le monde tire la couverture de son bord. Et je vais vous donner un bon exemple.
cette année, grâce à ces 3 films que j'ai mentionnés québécois, le revenu des indépendants qui sont propriétés de Québécois est à la hausse de 10 %. Les cinémas Guzzo est à la hausse de 18 % dans son revenu. Le revenu est intimement associé au nombre de personnes qui ont été au cinéma parce qu'il n'y a pas eu de hausse dans les prix d'entrée dans les salles de cinéma depuis une couple d'années. Mais Cinéplex Odéon est à la baisse de 0,1 %. Voulant dire quoi? Voulant dire que le cinéma qu'on a présenté cette année jusqu'à date, c'est dans les régions qui a percé. Tous les films qu'on a faits dans les dernières années, c'est comme si on visait un marché montréalais. Je vais utiliser le mot qui va déranger peut-être, un petit peu intellectuel, un petit peu d'auteur et tout ça. Il doit exister, mais pas à 90 %. Il doit avoir une variété. Local versus international. L'international, c'est évident qu'il va rayonner et ça va flatter nos égos. Mais si on n'a pas la base ici au Québec, vous savez, je vous donne l'exemple de Père en flic, il a fait 6 millions jusqu'à date. Les droits qu'on va vendre à l'international, si on réussit à ramasser 100 000 $ avec, ça va être beaucoup. Je ne sais pas pourquoi qu'on priorise tellement l'international et le rayonnement international quand dans le fin fond, c'est au Québec que ça se passe. Puis, justement, Madame à côté de moi avait raison. Il faut penser à notre monde avant qu'on pense à d'autres. Et c'est un petit peu ça, je pense, qui manque dans votre document, c'est que on vise un petit peu trop large. Et des fois, quand on vise trop large, quand on essaye d'épater trop large, on manque un petit peu la cible qui est la plus importante. Vous savez, Denis Lévesque, quand quelqu'un est porté à attirer son public, vous n'en faites pas qu'à l'international, on va aller le chercher. Ce n'est pas un secret là, que parmi nos meilleurs artisans, on les appelle à Los Angeles. Ce n'est pas un secret que Ballerina il a été créé ici au Québec au niveau de l'animation. Comprenez? Donc, je pense qu'il faut juste bien se concentrer au niveau du local avant. Puis une fois qu'on a bien solidifié ça, là, on peut regarder à l'international. Merci. Merci beaucoup, M. Guzzo. Je vous présente maintenant Hugo Latulippe, qui est président de l'Observatoire du documentaire. Bonjour, Monsieur le ministre. Au Québec, le cinéma documentaire occupe une place de première importance dans le paysage culturel depuis les années 60. En plus de faire rayonner le Québec à travers le monde, les cinéastes ont plus d'une fois permis aux Québécoises et aux Québécois de mieux comprendre leur époque, de rencontrer l'autre, d'élargir leur connaissance du monde et d'être des citoyens de leur temps. Suite à la récente désignation du film pour la suite du monde comme événement historique par le gouvernement du Québec, nous pensons qu'il est de première importance d'assurer la poursuite de cette tradition cinématographique spécifique au Québec et de permettre aux nombreux héritiers de Perrault, Brault et Carrière de tourner ces films singuliers qui font notre renommée. Suite à la lecture de la proposition de politique culturelle, voici 5 propositions concrètes afin que les artisans, les artistes et les entreprises qui font le cinéma documentaire québécois d'aujourd'hui puissent demeurer des chefs de file à l'échelle planétaire. 1. Soutien direct à la production. Disons d'emblée que la présente proposition de politique nous semble comporter un risque d'éparpillement, voire de dilution des ressources. Qui trop embrasse mal étreint, dit-on. C'est pourquoi nous voulons rappeler très simplement l'importance du financement direct en culture, notamment via nos grandes institutions comme la SODEC, Télé-Québec et le Conseil des arts et des lettres du Québec. Le système de financement du cinéma documentaire au Québec et au Canada a accusé certains retards dans les dernières années qui compromettent gravement la santé du milieu. On a vu plusieurs boîtes importantes fermées. On assiste à une précarisation des métiers du cinéma documentaire et de nombreux jeunes talents ou grands professionnels se sont tournés vers d'autres secteurs d'activité, faute d'avenir. Sans minimiser l'importance d'une réflexion de fond sur la distribution à l'ère du numérique, notre premier souci demeure le financement de la production. C'est en production que l'envergure de nos projets est déterminée.
Lorsque nous faisons le choix de moyens trop modestes ou de sujets sans portée universelle, sans envergure cinématographique, ce sont d'autres films, d'autres cinéastes, d'autres cinématographies qui vendent leurs films aux télévisions du monde ou qui voient leurs films sélectionnés dans divers marchés et festivals. Lorsqu'on les produit avec des moyens au-dessous d'un certain seuil critique, nos films sont déclassés et perdent leur pertinence artistique, sociale et économique. Ainsi, l'article 1 de la politique culturelle devrait être, à notre avis, cet article qu'on retrouve au point 2 des orientations, et je cite, « Avec la présente politique, le gouvernement renforce son soutien aux artistes professionnels, aux travailleurs culturels, ainsi qu'aux organisations, aux institutions et aux entreprises qui animent et assurent le renouvellement de notre écosystème culturel. » Point 2. Télé-Québec, son importance, son mandat. Une autre de nos recommandations phares concerne Télé-Québec. Il est très peu question de la télé d'État dans le projet actuel de politique. Or, à notre avis, celle-ci doit jouer un rôle de premier plan dans la production et la diffusion de culture dans toutes les communautés et les régions du Québec. Il est dit dans le projet de politique qu'il est essentiel, et je cite, « Il est essentiel de créer des conditions favorables permettant aux artistes d'expérimenter, d'inventer, de prendre des risques et de sortir des sentiers battus. » Pour nous, cela pourrait, par exemple, signifier de soustraire le documentaire des impératifs de code d'écoute imposés à la chaîne qui, à notre avis, vont souvent à l'encontre de son mandat. Actuellement, notre chaîne publique étant en partie tributaire de l'argent du Fonds des médias du Canada, on lui demande d'augmenter ses codes d'écoute d'année en année, comme on le fait dans le secteur privé. Cela a automatiquement un impact sur le type d'œuvre présentée et le documentaire est le premier secteur qui écope. Et il écope durement. Depuis 3 ou 4 ans, on nous demande de produire des films avec 2, 3, 4 fois moins de moyens. L'impact est catastrophique sur la qualité et l'intérêt de nos œuvres pour le marché local, mais aussi pour les marchés d'exportation. Alors, bien que le FMC soit de compétence fédérale, le milieu du cinéma documentaire demande au ministre de la Culture du Québec d'ajouter sa voix à la sienne pour soustraire le documentaire des règles de performance imposées par le FMC à Télé-Québec. Point 3, tu manquais de temps. Le documentaire comme outil d'éducation. Le cinéma documentaire a déjà été beaucoup plus présent dans les écoles du Québec, notamment au temps où l'Office national du film du Canada rendait ses films disponibles gratuitement. Le documentaire est un outil d'éducation formidable. Il permet d'entrer dans toutes sortes de milieux, de comprendre des enjeux, de démystifier des phénomènes et de renforcer notre citoyenneté. Nos films sont un bien public. Nous pensons qu'il faut créer des programmes spécifiques et financer correctement, ainsi qu'un maillage entre les ministères de la Culture et de l'Éducation pour permettre à toutes les institutions d'enseignement du Québec de reprogrammer le cinéma documentaire québécois dans leurs classes. Point 4. Le documentaire et sa contribution à l'économie du Québec. Pour peu que l'écosystème de production redevienne favorable au Québec, nous pensons que les artisans, les artistes et les entrepreneurs du secteur peuvent être un atout important pour l'économie du Québec. L'économie du documentaire est un secteur en pleine expansion. C'est un produit culturel de consommation qui circule extrêmement bien et qui a toutes les caractéristiques d'une économie du savoir et d'une industrie du numérique du 21e siècle. La demande augmente chaque année sur les marchés, dans les télévisions du monde entier et sur le web. Sous toutes ses formes, il se transige à l'international et génère des milliards. Il faudrait que le gouvernement épaule l'industrie par des politiques favorables, un travail de synergie et des investissements nouveaux. Nous pensons qu'au même titre que les secteurs pharmaceutiques, celui des jeux vidéo ou de l'intelligence artificielle, le Québec peut devenir l'un des pôles mondiaux de la production documentaire. Je termine avec mon point 5. Merci pour votre patience. Le cadre fiscal. Nous avons parlé devant vous de nos propositions quant à l'optimisation de certaines mesures fiscales qui pourraient contribuer au financement de la production québécoise. Les décisions qui seront prises sur le plan fédéral dans les prochains mois à ce sujet sont d'une grande importance pour la pérennité de la culture québécoise. Nous demandons à notre ministre de la Culture d'ajouter sa voix à celle de l'industrie pour demander à Ottawa d'assujettir les fournisseurs d'accès Internet, Bell, Rogers, Vidéotron, et les SPC, Google, Facebook, Apple, Netflix et compagnie,
aux règles canadiennes qui s'appliquent aux câbleaux-distributeurs depuis 30 ans, qui sont la clé de voûte de notre système de production, soit de verser 5 % de leurs profits au Fonds canadien des médias, contribuant ainsi très souvent à 30 % du budget de nos productions nationales. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Latulippe. Disons qu'on a poussé un peu Vous avez été clément. la marge de manœuvre. Merci. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Je vais tenter, moi, de ne pas abuser de votre patience, monsieur l'animateur. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous quatre. Merci de votre présence, de vos commentaires. Très heureux de pouvoir parler de cinéma avec vous. Intéressant de vous entendre aussi. Hein. J'ai entendu à 2 reprises qu'on voyait peut-être trop large dans le projet de politique. Il faudrait peut-être se concentrer davantage sur certains éléments, alors que depuis hier, on nous reproche plutôt d'avoir oublié certaines choses. Alors, tout est une question de perspective, mais c'est ce qui fait la beauté de notre société. Je vais parler un petit peu d'éducation cinématographique avec vous, notamment à l'égard des jeunes. Vous en avez parlé, Mme Cyr, M. Latulippe également, vous avez parlé de la présence du documentaire dans les écoles. Mme Cyr, vous dites, bon, on devrait insérer dans le cursus scolaire obligatoire toute la mise en contact avec le patrimoine cinématographique québécois. Je l'ai dit hier, on nous demande beaucoup d'ajouter des choses de manière obligatoire dans le cursus scolaire. On le demande dans le milieu culturel, mais moi, je suis député aussi, d'abord et avant tout. Je rencontre des groupes qui demandent à ce qu'on ait des cours de sécurité à la piscine, à l'école, des cours d'éducation sexuelle également. Alors, on a tout un débat présentement sur la mise en place du cours d'éducation économique au secondaire. Alors, à un moment donné, les élèves ne couchent pas à l'école non plus. Alors, je pense qu'il faut être conscient de ça. Mais en même temps, on a fait du maillage entre la culture et l'éducation une priorité. On souhaite mettre davantage les élèves, les enfants en contact avec la culture et l'ensemble des secteurs de la culture, dont le cinéma. Et je dirais toutes les œuvres cinématographiques, M. Goudzo. Oui, il y a les documentaires, effectivement, mais il y a le cinéma grand public. Moi, les 3 films que vous avez mentionnés, je fais partie des Québécois qui sont allés les voir cet été. Je les ai vus les 3 et qui sont très bons d'ailleurs. Alors, comment, justement, on peut faire, peut-être pas de manière obligatoire, mais dans le cadre de notre plan d'action, de s'assurer que nos jeunes vont être davantage en contact avec le cinéma québécois, qui vont justement développer cette habitude d'écouter un film ensemble, peut-être de pouvoir échanger également après ou également y aller pour le plaisir. Si vous me permettez, déjà, Québec Cinéma avait mis en place un processus de tournée dans les écoles, dans les régions. Donc, il s'agit, je pense, d'une question de subventionner peut-être ce processus. On a dit un peu plus tôt, pourquoi réinventer la roue quand le processus est déjà là. Alors, je pense que d'utiliser ce programme qui est déjà en place et qui fait en sorte que les films peuvent se promener en région, dans les écoles, et pourquoi pas avoir un réalisateur qui se joint à l'équipe et qui va expliquer sa vision. Je pense que déjà, ça commence à susciter l'intérêt des enfants, connaître un peu le cinéma, connaître les acteurs qui sont en arrière aussi et de voir l'œuvre, mais de comprendre là où ça s'inscrit. Je pense que ça peut être une bonne façon de commencer. Je pense. Sur la question, en fait, des propositions, moi, je pense que c'est une question de synergie, beaucoup, puis de leadership pour mettre en lien les gens. Donc, l'initiative de Québec Cinéma, que je connais bien, est très, très bonne. Souvent, je pense que les professeurs ne savent même pas comment nous faire venir ou comment commander les œuvres, alors que ça n'a jamais été aussi facile avec le numérique. On n'a même pas besoin de s'envoyer des copies de films ou quoi que ce soit. On peut les prendre sur le web. Donc, je pense que c'est plus une question de leadership au niveau de la synergie entre le ministère de l'Éducation, entre les professeurs et le milieu du cinéma. Puis, pour l'avoir fait beaucoup, je pense que les jeunes de tous les âges d'ailleurs sont extrêmement réceptifs à l'audiovisuel, au cinéma, puis aiment parler d'immigration, de la question autochtone, de la question des genres, des grandes questions qui font le débat au Québec actuellement, ou depuis toujours, disons. Par le cinéma. Donc, on sait que les professeurs apprécient ça énormément. Donc, c'est pas très compliqué. Je pense qu'il faut des programmes, mais c'est pas nécessairement très coûteux. C'est plus de développer ce réflexe puis de le favoriser. Je pense qu'une des choses qu'il faudrait faire, c'est réaliser que certaines œuvres
deviennent quelque chose d'autre une fois qu'on les voit dans un contexte d'un cinéma. Et je vous donne un exemple. Quand Ballerina est sorti, on avait plein d'appels parce que c'était presque le congé scolaire. Et par conséquent, le réflexe normal de toutes les écoles était de réserver des sorties au cinéma et de prendre des films d'enfants américains. Et j'ai dû donner comme instruction à la personne qui prenait les réservations, dit, pourquoi tu ne suggères pas Ballerina? Et on a convaincu, mettons, le 25-30 à aller voir Ballerina. Mais d'un autre côté, la réaction normale, c'était « ouais, mais c'est un film québécois, donc je ne sais pas, les films d'enfants québécois, etc., etc. » Donc, il y avait un côté un petit peu négatif à ça. Je pense qu'une des choses qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait réaliser que même au niveau des documentaires, c'est un petit peu comme le contexte IMAX. On a souvent des appels de différentes écoles nous demandant si on peut avoir ce film-là d'IMAX. Donc, un film non commercial IMAX, donc un film style qu'on pourrait jouer au vieux, qui se présente des fois au Vieux-Port. Et on peut commander le film pour une séance, 2 séances seulement. Je pense que le même travail devrait être fait avec le documentaire. Je pense que ça serait une injustice au documentaire de dire mais qu'un documentaire dans un contexte scolaire ne devrait être vu ou ne pourrait qu'être vu sur un écran de 42 pouces dans une classe, quand dans le fin fond, on pourrait facilement l'amener dans une salle de cinéma et le voir sur un écran de 70 pieds ou 50 pieds, qui donne tout une autre raisonnement à la sortie cinématographique, qui donne en valeur au documentaire, etc. Donc, je pense qu'il y a plus une synergie à faire et à faire réaliser à nos écoles qu'on peut aller au cinéma voir des films qui sont moins commerciaux dans un contexte éducatif, de la même manière qu'on va au Vieux-Port voir un film IMAX. Et donc, ça, c'est considéré éducatif, mais donc on peut le faire même en région parce que la plupart de nous, on a ces capacités-là. Très bien. Merci beaucoup. Je vais parler également de la condition socio-économique des travailleurs culturels de votre secteur, qui, oui, sont peut-être plus davantage concentrés dans les centres urbains, mais on dit toujours dans notre nouvelle politique, on ne souhaite pas faire dans le mur à mur et avoir des mesures qui sont appropriées à chacune des régions. Alors, je voudrais savoir s'il y a des différences notables entre les travailleurs qui sont peut-être dans le Grand Montréal et ailleurs au Québec. Est-ce qu'il y a des conditions de travail socio-économiques qui sont différentes, qui mériteraient, dans notre plan d'action, des mesures également spécifiques? Ou ça serait davantage des mesures nationales, selon vous? Bien, comme tel, les conditions de travail prévues dans les conventions collectives sont les mêmes que tu travailles à Montréal, à Québec, en Abitibi ou dans les régions. C'est le bassin de personnel disponible dans les régions qui parfois fait défaut. Et la production, elle est concentrée à Montréal et un peu à Québec, mais essentiellement à Montréal. Alors, dans ce sens-là, il y a une possibilité, je pense, qui est des productions plus dans les régions et qu'on développe du personnel compétent, que ce soit technique ou autre, là, pour autant des comédiens, pour faire rayonner la culture un peu partout et la production dans les différentes régions. Ce qui est important, c'est de s'assurer que les techniciens ou les autres, la Guilde des musiciens en faisait référence hier, l'UDA, c'est actuellement, les juridictions sont partagées et il y a toute la question aussi du statut fiscal qui fait que sur une production, dans un même secteur donné, tu peux travailler sous l'égide de la convention collective et donc avoir des bénéfices marginaux. Et dans d'autres, tu n'as pas de protection sociale. Alors donc, tu n'adhères pas au régime de retraite, au régime d'assurance. Tu fais le même travail, que ce soit un technicien, un artisan, un artiste, tu fais le même travail. Même chose pour les musiciens et d'autres. Alors donc, je pense que c'est dans ce sens-là où on dit qu'il faut que la loi sur le statut de l'artiste soit amendée. Et quand on parle d'améliorer la condition socio-économique, c'est plus tu travailles, plus tu bénéficies d'une protection sociale, les gens, à terme, quand ils arrivent à leur retraite, ou bénéficient d'assurance médicaments, maladies, ça améliore leurs conditions socio-économiques. C'est pour ça qu'on dit aussi, si les budgets sont augmentés, la qualité de la production va augmenter, le rythme de travail va un peu diminuer et ça permet de travailler plus de jours. Donc, à ces gens-là, d'être moins susceptibles de varier, de travailler soit dans d'autres industries et des fois d'être en attente ou d'être sur l'aide sociale ou sur l'assurance-emploi.
Et ultimement, à la fin de carrière, quand ces gens-là ont bénéficié d'un filet social, à ce moment-là, ils sont moins dépendants des rétributions de l'État. Les mêmes, comme dit M. Charland, les mêmes conditions s'appliquent, alors peu importe où on se trouve en région, c'est les ententes collectives qui s'appliquent intégralement. Donc, effectivement, c'est peut-être une concentration des artistes au niveau des centres urbains. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de s'assurer que les conditions qui sont dans les ententes collectives soient appliquées. Donc, qu'il y a des contrats, je pense que c'est la façon de faire, s'assurer que les artistes soient bien payés et effectivement qu'un filet social soit présent. Très rapidement. Très rapidement. Juste dire que, évidemment, nous, on est favorable à une distribution sur tout le territoire de la production, donc des conditions qui permettent la production artistique à la grandeur du Québec. Ça, on trouve ça très important. Puis, juste un détail pour dire que, évidemment, la production est très, très concentrée à Montréal, en cinéma documentaire notamment. Et ce qu'on observe, c'est que c'est de plus en plus difficile pour les artistes, pour les artisans, de vivre à Montréal parce que nos revenus sont plus suffisants. Donc, moi, je prédis qu'on va assister à un exode des gens qui font le cinéma documentaire. Ça a des bons côtés parce qu'on distribue la production, justement, à la grandeur du Québec, mais la synergie de Montréal est très, très importante et je pense que les artistes ont de plus en plus de mal à vivre dans cette ville-là. Parce qu'elle est trop chère. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Merci. Alors, pendant que le ministre salue les intervenants, si les intervenants du groupe 4 peuvent se diriger vers la scène, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je vous présente les 4 prochains intervenants. Immédiatement à ma gauche, Sylvie Norris, vous êtes directrice du regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. À sa gauche, Sylvia Martin-Laforge, directrice générale du Québec Community Groups Network. Bonjour. Martin Bougie, vous êtes directeur général de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Et de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, Amélie Hintz, qui est la directrice générale. Bonjour. Madame Norris, c'est à vous que je cède la parole maintenant. Bonjour. Merci, Monsieur le ministre, de nous accorder cette tribune pour nous permettre de vous exposer la situation de nos organismes communautaires culturels. À la lecture de la politique culturelle, partout la culture, le ROCAGE est heureux de constater qu'une place importante est accordée à la diversité, l'inclusion et à la participation culturelle élargie. Tel que formulé dans l'orientation 1, on considère la culture comme un outil d'épanouissement individuel et collectif. On reconnaît que la culture et la pratique artistique doivent être accessibles à toutes et à tous, peu importe le statut économique, socio-économique, ethnoculturel ou les limitations physiques ou intellectuelles. Parmi les organismes communautaires culturels que représente le ROCAGE, on retrouve une grande diversité d'approches, de missions et de clientèles touchées. Et l'art et la pratique artistique, que ce soit chez Oxygène, Atelier 19, au Centre des Arts Les Muses ou encore au Café Graffiti, sont utilisés comme des leviers de développement, voire de transformation sociale. Les jeunes qui fréquentent ces lieux s'approprient des formes de création diversifiées, développent leur propre démarche artistique, explorent, se découvrent, s'émancipent, forgent leur identité et participent à redéfinir une société à leur image. Ces organismes existent depuis une quinzaine d'années, en moyenne, et accomplissent un travail important dans leurs communautés respectives. Mais dans l'absence d'un financement adéquat et récurrent, leur survie est constamment menacée. Nous réclamons depuis une dizaine d'années la reconnaissance de ces organismes. Nous vous demandons que dans la nouvelle politique culturelle, on accorde à ceux-ci la place qui leur revient dans l'écosystème culturel québécois. La diversité, c'est un concept que nos organismes ne font pas qu'énoncer. Ils leur donnent un sens réel et concret. Les jeunes touchés par nos pratiques proviennent de différents milieux socio-économiques. Ce sont des jeunes qui vivent de l'exclusion, qui sont souvent marginalisés. Ces jeunes en situation de précarité sont des personnes ce sont des personnes aussi en situation de handicap ou des personnes immigrantes. Pour nous, il est essentiel que les milieux alternatifs existent et qu'ils soient soutenus adéquatement afin de rejoindre les jeunes hommes et les jeunes femmes qui ne trouvent pas leur place dans les réseaux institutionnels traditionnels et de transmission de la culture, que ce soit à l'école ou auprès des institutions culturelles.
Les organismes communautaires culturels ont de nombreuses retombées concrètes dans leur communauté. Oxygène est un lieu d'exploration artistique bien implanté à Montréal qui permet aux adolescents de créer, d'échanger et de tisser des liens avec d'autres passionnés d'art, dont plusieurs professionnels mentors. À l'Atelier 19, à Granby, on a créé une galerie d'art communautaire dans laquelle tous les citoyens sont appelés à contribuer à travers la réalisation d'œuvres collectives. Les lieux de dialogue entre artistes et citoyens, ces deux organismes sont à l'origine d'une véritable synergie communautaire, créative et structurante pour leur quartier. Il arrive aussi que les organismes communautaires jouent un rôle d'incubateur de talents et de formes d'art qui émergent, et les formes d'art qui en émergent rayonnent sur tout le milieu culturel québécois. Pensons au Café Graffiti, pour valoriser le graffiti et l'art urbain. Qui aurait cru au début de l'organisme que les jeunes artistes qui fréquentaient le café se professionnaliseraient et que le graffiti, jadis considéré comme un méfait public, serait un jour reconnu comme une forme d'art? Nos organismes sont des incubateurs de nouvelles pratiques culturelles. Soulignons aussi le travail exceptionnel du Centre des arts Les Muses, une école de formation professionnelle pour les artistes handicapés qui, malgré qu'on ne la reconnaisse encore pas ici, permet à toute une communauté de personnes créatives que l'on a longtemps cherché à ignorer de développer leurs talents pour éventuellement en faire carrière. Pas encore reconnue comme une école professionnelle au Québec, mais reconnue à l'international. Ce que nous souhaitons affirmer aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est que les organismes communautaires à vocation culturelle sont des lieux de création différents, alternatifs et essentiels à la vitalité du milieu culturel, qui offrent une variété d'outils aux citoyens qui vivent de l'exclusion et aux artistes atypiques marginalisés pour s'épanouir, s'affirmer, se construire. C'est pour ces raisons qu'à notre avis, ces organismes, véritables lieux de démocratie culturelle, doivent cesser d'être observés à travers le prisme du loisir culturel et que leurs demandes de financement soient sans cesse renvoyées aux ententes financières entre les municipalités et au réseau de la santé et des services sociaux. Que le gouvernement prenne acte de la précarité dans laquelle se retrouvent les organismes communautaires culturels, qu'un programme de financement à la mission spécifique à leur statut particulier soit créé, que les critères d'admissibilité des programmes actuels soient revus pour trouver une place pour ces organismes à l'ADN si particulier. Nous croyons qu'étant donné leur spécificité, c'est au ministère de la Culture de les prendre en charge. En conséquence, le ROCAGE est fier de se rendre disponible à votre demande pour assurer la création d'un programme de soutien aux organismes communautaires culturels. C'est bien. Merci. Merci beaucoup, Mme Norris. Sylvia Martin-Laforge, directrice générale du Québec Community Groups Network, la parole est à vous. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. Ce matin, j'aimerais pas aborder la politique culturelle dans son détail, mais vous parlez de l'importance qu'une politique culturelle comme celle-là a sur la vie de la minorité linguistique, dans sa diversité. Alors, la communauté d'expression anglaise, dépendant comment Statistique Canada l'a définie dernièrement, première langue officielle parlée au Québec est au-delà d'1 million. Quand on parle, puis nous, on n'en parle pas dans ce contexte-là, mais de la communauté plus historique, c'est quand même 7,5 %. Alors, en quelque part, cette réalité-là, pour une communauté qui veut s'établir, continuer à s'établir comme une place importante au Québec, j'aimerais vous parler un peu de notre groupe et des 53 organismes qui font partie. Alors, vous avez entendu parler de ELAN, English Language Network, aussi QWF, Quebec Federation of Writers. On a plusieurs secteurs à l'intérieur du Quebec Community Groups Network, mais aussi, je pense que vous avez entendu parler, entendu des commentaires de nos regroupements en région. Alors, Townshippers, Rouyn-Noranda et ces endroits-là, qui regroupent des individus dans notre communauté. Le QCGN appuie et défend les mêmes valeurs que la communauté qu'elle représente. Le QCGN s'engage à travailler au développement continuel de la vitalité de la communauté d'expression anglaise du Québec,
Une communauté qui nous permet de préserver, de promouvoir et de transmettre notre identité distincte. Je vais y en revenir à ça dans une minute. Mais dans notre in our statement of principles, nous parlons de respecter le français en tant que langue officielle du Québec. Alors, c'est bien sûr que notre identité distincte, ça fait partie de qui on est au Québec, mais souvent, on parle français, on parle d'autres langues, mais on est là comme Québécois à part entière. Nous sommes interpellés par la politique culturelle parce que c'est un fondement, certainement au Québec, de la place des Québécois dans leur diversité. Et nous voulons vous demander de revoir comment notre communauté, la communauté d'expression anglaise, est contenue et décrite dans cette politique. C'est tellement important que la politique décrive très bien notre communauté, pas comme des méchants, pas comme des envahisseurs, mais bien comme des individus et des organismes qui contribuent à la vitalité du Québec. Certainement, c'est reconnu dans la communauté artistique et de patrimoine que nous avons des assises importantes. Pourquoi est-ce que c'est important pour que la politique décrive très bien tout au long du document? C'est parce que, en fin de compte, lorsqu'on a une politique qui décrit bien, à ce moment-là, on peut décrire dans les plans d'action ce que ça prendrait pour assurer que la communauté soit bien servie à l'intérieur de la politique. Nous avons l'expérience dans d'autres politiques qui n'ont pas su reconnaître la place et la contribution de la communauté. Dans les dernières années, nous avons fait de plus en plus de pression auprès du gouvernement pour reconnaître notre place, pour qu'ensuite il y ait du financement et trouver des moyens pour accomplir ce qu'on n'a pas accompli dans le passé. C'est de donner des moyens à la communauté pour se retrouver à l'intérieur du Québec dans ces mécanismes d'appui à la vie quotidienne. Alors, c'est un chantier miné, souvent, de travailler à l'intérieur d'une politique, mais nous vous assurons que pour nos jeunes, de se voir dans ces politiques sont un essor pour le futur. Alors, nous vous demandons de bien peut-être continuer le dialogue avec notre communauté pour s'assurer que la politique a tous ces éléments. Merci. Merci. Merci, Mme Martin-Laforge. Martin Bougie, maintenant, directeur général de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Monsieur Bougie. Merci. Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord vous remercier, Monsieur le ministre, de nous donner à nouveau l'occasion de participer à cette conversation collective sur la révision de la politique culturelle du Québec. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui de parler au nom de tout un secteur qui est composé de 171 médias communautaires. Je concentrerai l'essentiel de mon propos sur les radios communautaires, mais sachez que ce qui sera dit est, à mon sens, applicable à l'ensemble des médias communautaires, télévision, radio et imprimés qui sont présents partout au Québec. C'est donc avec intérêt que nous avons lu le projet de politique. À travers les orientations axées sur l'épanouissement individuel et collectif, le rayonnement de la culture, la relation entre une culture et son territoire, la culture comme outil de développement économique, nous y avons senti la présence constante des médias communautaires. Et pourtant, ils sont là et pourtant, ils ne sont jamais nommés. C'est pourquoi il me semble important de réaffirmer un principe que l'ARC a soutenu dans le mémoire qu'elle avait déposé, à savoir que le rôle de la radio communautaire doit être reconnu et soutenu et devrait faire partie, dans ce sens, d'une politique culturelle. La radio communautaire n'est pas un média qui se contente de refléter son milieu. Elle est le produit de son milieu. Elle est créée pour et par les citoyens.
La radio communautaire est locale, farouchement locale. Elle se fait le porte-parole, l'écho d'une identité, d'une collectivité et d'un territoire. Elle est un important moteur de promotion et de diffusion de la culture d'ici et de son milieu. Quand on parle de rayonnement de la culture à l'international, il faut d'abord avoir quelque chose à présenter. La radio communautaire contribue à la découvrabilité des talents et des produits culturels d'ici. Elle donne en effet des opportunités de visibilité à des initiatives, des créateurs, des artistes, des diffuseurs et des organisations culturelles qui, sans cette présence des radios communautaires, n'auraient pas de tribune pour parler de leurs activités et peu de plateformes pour présenter leurs produits, leurs œuvres. La radio communautaire a de l'audace et elle aime la découverte. Elle consacre une importante partie des musiques diffusées à des artistes d'ici, à des artistes francophones, à des talents locaux. Combien d'artistes n'auraient pas eu la chance de voir leurs œuvres diffusées sans les radios communautaires? La radio communautaire contribue aussi au renforcement de l'implication citoyenne qui fait partie du projet de politique. Chaque semaine, ce sont plus de 2000 bénévoles qui participent à la programmation et à la gestion des radios communautaires. Elles sont donc aussi des outils de formation et d'éducation populaire. Elles informent les citoyens sur les enjeux locaux par leurs services d'information locale et régionale, habilitant ainsi le citoyen à mieux comprendre les problématiques pour mieux agir, encourageant aussi de cette façon la participation à la vitalité du développement de sa communauté. Les radios communautaires célèbrent la langue française avec ses accents et ses couleurs locales. À l'image de la diversité de son milieu, elle parle aussi parfois l'anglais, le créole, l'espagnol, le portugais et bien d'autres langues. Par sa programmation, axée sur les réalités locales et leurs composantes, elle crée des ponts avec les communautés culturelles et entre les générations. La radio communautaire fait partie intégrante de l'écosystème culturel du Québec. Elle est un acteur actif du développement économique, social, territorial et culturel du Québec et de ses régions. Reconnaissons-le collectivement. Plus de 40 ans après son apparition dans le paysage québécois, elle est plus présente que jamais, faisant ainsi preuve de sa pertinence. Elle devient aujourd'hui la réponse à la disparition préoccupante des médias locaux. En effet, par sa propriété collective, elle ne peut être achetée. Sa mission ne peut être changée. Elle offre ainsi une garantie de service local pour les collectivités qui se dotent d'une radio communautaire. Nous devons reconnaître ce rôle et le soutenir. Le soutenir parce que les radios communautaires sont présentes dans les marchés et des créneaux qui ne sont pas jugés rentables économiquement. C'est d'ailleurs vrai pour l'ensemble des entreprises issues de l'économie sociale, comme les radios communautaires, et une économie sociale qui compose une grande partie des organismes culturels aussi. Mais si elles sont là, c'est qu'il y a des citoyens qui croient en l'importance, voire la nécessité de préserver un média local, de savoir ce qui se passe chez eux, de célébrer leur identité et leur culture locale. Elle est socialement rentable. On pourra m'accuser de prêcher pour ma paroisse, et à ça, je plaide coupable. Mais ma paroisse, Monsieur le ministre, c'est aussi votre paroisse. C'est notre paroisse, à nous, citoyens du Québec. Les médias communautaires nous appartiennent. Croyons-nous en ces outils de développement collectif que sont les médias communautaires? Considérons-nous important de les préserver, d'encourager et de favoriser leur développement? Jouent-ils un rôle nécessaire dans la promotion et la diffusion de la culture d'ici? Le présent exercice, c'est l'occasion pour la société québécoise de reconnaître le caractère essentiel joué par les médias communautaires dans l'écosystème culturel et la nécessité de les soutenir à l'intérieur d'une politique culturelle. Partout, la culture est avec vous, les médias communautaires. Merci. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Bougie. Amélie Hintz est directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. On vous écoute. Oui, merci. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, merci de nous avoir invités à la table ici pour parler avec vous de la culture au Québec. Merci, Martin, de ton plaidoyer pour les médias communautaires. Je suis effectivement d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc, en lisant le projet de nouvelle politique culturelle pour le Québec, la Fédération, en fait, est en accord avec toutes les orientations présentées. On considère, en fait, que le travail des télévisions communautaires autonomes, mais aussi des médias communautaires en général, s'inscrit dans les objectifs de la démarche, c'est-à-dire d'accorder une plus grande place à la culture au cœur de la vie des Québécoises et des Québécois. Parce que ça s'inscrit, en fait, dans la vitalité d'une
société démocratique et pluraliste, c'est-à-dire où l'accès et la participation du citoyen est valorisé et mise de l'avant. Et puis ça, un peu partout, en fait, c'est mis en danger. Je vais donner un exemple là, qui n'est pas québécois, mais il y en a ici aussi. Il y a eu des arrêts de diffusion du Conseil de ville chez les des grands câbleaux distributeurs canadiens. Ça s'est fait il y a 2 semaines. Puis l'accès à la participation des citoyens à la vie culturelle, c'est la mission d'une télévision communautaire autonome. Les constats qui ont été faits dans le document qu'on a lu, en fait, nous, on est en accord avec ces constats-là, que la culture et l'éducation vont de pair, que le numérique nous oblige à faire des changements rapides et parfois très coûteux, et que la question de l'occupation du territoire et de la culture est primordiale. Et puis, je pense que c'est là-dedans que les médias communautaires s'insèrent. Par contre, dans tout ce que j'ai pu lire, la crise des médias actuelle était absente de la question culturelle et je pense qu'elle mériterait une place. Je voudrais revenir principalement sur quelques objectifs dans lesquels je pense que les médias communautaires puis les télévisions communautaires autonomes pourraient avoir un bel apport, notamment l'objectif 1.4 d'intensifier la relation entre la culture et l'éducation au bénéfice de la jeunesse. En fait, les télévisions communautaires ont un mandat d'éducation et de formation et je pense qu'on aura un beau rôle à jouer dans cet objectif-là. Il y a aussi, favoriser l'objectif 2.3, favoriser la diffusion culturelle sur tout le territoire québécois. Je pense que ici, les médias communautaires sont plus que nécessaires parce que, c'est pas... on le remarque, là, à la télévision surtout, mais à la radio aussi, il y a une centralisation des nouvelles, mais aussi de tout ce qui est diffusé de la culture. Donc, ce qui se retrouve à être le plus local, en fait, c'est diffusé par nous, les médias communautaires. Donc, je pense que c'est important de le reconnaître. Puis, ça permet aussi de prendre en compte la diversité des régions parce que nous, on a des points de diffusion partout au Québec. Les télévisions sont dans 14 des 17 régions administratives. Les radios, ils sont à peu près dans 16 régions administratives. Donc, je pense que ça, c'est à considérer aussi parce que l'information en région, en ce moment, est menacée. Et puis ça, c'est une réalité. Et puis, évidemment, accroître les compétences numériques des intervenants, l'objectif 4.5. Évidemment, avec les difficultés financières qui sont vécues par les médias communautaires en ce moment, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à faire pour nous, même si ça fait partie de notre mission puis de notre mandat de former les bénévoles, mais aussi les travailleurs. En fait, ce qu'on aimerait que le ministère reconnaisse, c'est que les télévisions communautaires sont d'importantes diffusions d'émissions d'information culturelle qui permettent aux artistes de toutes les disciplines de faire connaître leur art localement et régionalement. Ça, c'est des portes qui leur sont fermées dans les grands réseaux. Les télévisions communautaires participent à la démocratisation de la culture puis jouent un rôle important dans la formation de travailleurs culturels. Ils participent activement à la consolidation de l'identité locale et régionale des communautés qu'elles desservent. Et puis, alors que les nouvelles réglementations du CRTC menacent le financement des télévisions communautaires autonomes et appauvrissent la reconnaissance de la télévision communautaire dans le système de télédiffusion canadien, devant la pression exercée par le virage numérique, le soutien offert aux télévisions communautaires par le ministère de la Culture est primordial. Donc, ce serait de reconnaître l'apport des télévisions communautaires au rayonnement culturel, de maintenir et bonifier le programme d'aide au fonctionnement pour les médias communautaires, de maintenir les différents programmes d'aide qui nous sont accessibles, puis de reconduire le plan culturel numérique qui a été très, très bénéfique pour tous nos membres dans la dernière année. Merci. Merci à vous. Je vous cède la parole, Monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup. Merci à vous quatre également pour votre présentation, vos commentaires. Tout d'abord, Mme Martin-Laforge, je veux vous rassurer, là, et je l'ai dit hier, je vais le redire aujourd'hui, les artistes québécois d'expression anglophone sont des artistes à part, des artistes québécois à part entière, n'ont pas une menace à la culture québécoise, font partie de notre ensemble. Et en même temps, je vous ai bien entendu tantôt dire que vous soutenez, tout comme nous,
le fait que la langue officielle au Québec, c'est le français. Ça fait partie, c'est notre trait distinctif, c'est le socle de notre identité. C'est ce qu'on souhaite réaffirmer dans cette politique-là. On souhaite utiliser davantage la culture pour faire rayonner la langue française, mais en même temps, il y a une reconnaissance de la part des artistes d'expression anglophone, et ça, je tiens à vous rassurer là-dessus. Et je ne veux pas qu'on mette en opposition les artistes francophones et les artistes anglophones au Québec. Tous contribuent au rayonnement de notre culture. Je vous remercie beaucoup également pour les témoignages, et effectivement, les organismes communautaires apportent beaucoup au rayonnement de notre culture et mettent beaucoup en valeur l'apport social de la culture. Vous avez parlé beaucoup de contrer l'isolement. Il y en a des exemples d'organismes sur l'ensemble du territoire québécois qui vraiment font un travail exceptionnel. Et oui, il y a toujours une difficulté de rentrer dans une petite case, et ça, je suis tout à fait conscient de ça. Souvent, dans le cadre des ententes de développement culturel, on réussit à les soutenir. On le fait chez nous à Sherbrooke, avec la ville de Sherbrooke, entre autres, mais c'est pas le cas partout à travers le Québec. Alors ça, c'est une réalité qui est indéniable. Effectivement, les médias communautaires également jouent un très, très grand rôle dans la diversité de l'information, dans le fait de maintenir une société démocratique, saine, d'avoir une diversité des voix dans toutes les régions du Québec, et oui, d'offrir également à nos artistes émergents souvent une première tribune. Je le vois également dans la région chez nous, ça se produit très régulièrement. Et là, j'entends vos témoignages et beaucoup un appel à la reconnaissance de vos rôles, à la consolidation de vos rôles, et ça, j'en suis. Mais j'aurais envie de vous poser la question suivante. Si justement on atteint cette étape-là, l'étape suivante, c'est quoi? Qu'est-ce que les organismes communautaires, qu'est-ce que les médias également communautaires peuvent faire davantage? Quel serait le rôle supplémentaire qu'on pourrait vous accorder en termes de rayonnement de la culture québécoise ou de maximiser la part sociale de la culture? Je vais me lancer. Quand on parle d'être reconnu, que notre rôle soit reconnu et soutenu, moi, je parle du principe que c'est une politique culturelle, c'est d'abord et avant tout une question de principe. Donc, pour nous, d'être officiellement reconnu comme faisant partie de l'écosystème culturel, c'est un premier pas pour les actions qui vont découler de l'application. C'est quelque chose à laquelle on peut s'accrocher, parce que la situation dans les médias communautaires, en tout cas dans les radios, bon, ça varie d'une région à l'autre, mais est-ce que chacune des stations remplit pleinement sa mission en termes, comme on le voudrait, en termes de service à la communauté? J'ai peu parlé de l'information locale dans ma présentation, mais ça devient le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est quelque chose, puis j'imagine que ça ne faisait pas partie là, des visées d'une politique culturelle de cibler la question de l'information, parce que l'information locale au Québec est en constante décroissance, et souvent, c'est les médias communautaires qui deviennent le dernier bastion de cette information-là locale, qui est très importante. Alors, pour répondre à votre question, je vais laisser la parole aux autres. La reconnaissance, c'est d'abord c'est le premier pas pour ensuite être capable de bâtir puis d'être intégré dans ce système-là pour mieux jouer notre rôle. Je pense que ce serait si on est reconnu, si le ministère reconnaît la part des médias communautaires, il va pouvoir en faire des partenaires dans les différentes mesures qui vont être mises en place pour répondre aux objectifs qui étaient dans le plan proposé. J'ai nommé au départ, par exemple, l'éducation et la jeunesse. Les médias communautaires, c'est exactement c'est l'endroit idéal pour les jeunes, pour faire leur classe puis apprendre à manier les caméras. Donc, si on peut être considéré comme des partenaires pour ces différentes mesures-là, pour favoriser la diffusion de la culture partout au Québec, vu qu'on a des antennes partout sur le territoire. Je pense que c'est aussi dans ce sens-là que moi, je le voyais. C'est qu'on peut être un partenaire de la diffusion de cette culture-là. Et puis, évidemment, il faut, avec ça, que viennent les moyens qu'on puisse bien servir l'objectif. En ce qui concerne les organismes communautaires, actuellement, ils sont en situation de survie depuis plus de 10 ans. Je vous dirais que le temps attribué à la recherche de financement est tellement important que s'il y avait une reconnaissance et un meilleur soutien, c'est du temps qui pourrait être beaucoup mieux utilisé, tant au rayonnement, mais éventuellement aussi à faire connaître ce qu'ils font, ce
Les organismes priorisent jamais, étant donné la situation dans laquelle ils sont. Il y a énormément... Si vous saviez tout ce que on a voulu recenser la liste des activités que juste les 5 organismes que j'ai nommés, parce qu'il y en a plus, là, mais seulement les 5 organismes que j'ai nommés faisaient. Ça devenait un peu pas pire liste d'épicerie, un peu longue et un peu plate à nommer. Donc, on s'est dit, bon, il faut le prendre sous un autre angle. Moi, je pense qu'à partir du moment où on n'est plus en situation de survie, parce que c'est vraiment le mot, et quand je dis survie, c'est parce que j'ai quand même 2 organismes qui ont fermé l'année dernière. À partir du moment où les organismes ne sont plus en situation de survie, ils vont pouvoir mieux faire leur travail. Nous, la problématique d'avoir des jeunes dans nos lieux n'en est pas une. Les jeunes viennent facilement dans nos lieux. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est les outils pour pouvoir les amener à aussi mettre en valeur ce qu'ils font. Puis, je pense qu'à partir du moment où on ne sera plus dans cette dynamique-là, les organismes pourront permettre à ces jeunes-là de mieux se professionnaliser quand ce sera nécessaire ou quand ils en auront envie, mais aussi de transformer la culture, comme j'ai parlé avec les graffitis par exemple. Très bien. Alors, pardon. Pour la communauté d'expression anglaise, la reconnaissance de partenariat avec la communauté, les organismes de la communauté, est extrêmement importante. En ce moment, vous le savez, Townshippers et d'autres font beaucoup de travail au niveau de faire venir des artistes, de vraiment faire rayonner à l'intérieur de la dualité linguistique aussi, francophone, anglophone, à l'intérieur de Sherbrooke, Lennoxville, ou si on s'en va à Gaspésie. En ce moment, pour la majeure partie, le financement que les organismes dans mon réseau reçoivent, c'est du gouvernement fédéral. Alors, on ne trouve pas ça très, très correct si on parle d'une politique pour tous les Québécois, qu'on n'ait pas accès du gouvernement provincial aussi de moyens de faire en sorte que les artistes soient dans nos communautés et que ces échanges-là se passent. Alors, la politique est une chose, le financement venant d'un plan d'action est une autre chose. Très bien. Prochaine question que j'avais pour vous, et tout d'abord, je voudrais juste faire un commentaire, M. Bougie. C'est pas parce qu'on n'en parle pas dans la politique, on n'est pas conscient de toute la dynamique de l'aide aux médias. Vous savez, on a parlé hier avec Le Devoir, un plan d'aide aux médias, et les médias communautaires sont considérés là-dedans. Il y a des rencontres présentement entre les gens de mon équipe et vos organisations pour justement qu'on puisse déployer cette aide-là qui est quand même substantielle. Elle ne va pas régler tous les problèmes, mais je pense qu'elle va apporter un bon coup de main. Et j'ai pris l'engagement, d'ailleurs, je l'ai dit également lors du budget, je l'ai dit lors de l'étude des crédits, que les médias communautaires allaient justement être admissibles à ce plan d'aide-là. Et on n'en parle pas dans le projet de politique parce qu'on s'est dit qu'on allait avoir déployé justement notre programme avant l'adoption de la politique. Alors, c'est pourquoi on a fait le choix de ne pas aborder cette question-là. Justement, par rapport à l'ensemble des médias communautaires, je voulais voir s'il y avait des dynamiques particulières ou des différences particulières entre les médias communautaires anglophones et francophones et qui nécessitaient justement des mesures plus particulières. Oh. Bien, Madame me corrigera, là, mais moi, je ne perçois pas de différence fondamentale qu'un média communautaire soit francophone, anglophone ou peu importe. C'est d'abord avant tout une mission de service à une communauté qui est sur un territoire. Alors, je ne sais pas si c'est le sens de votre question. Mais pas au terme de la mission, évidemment. Tout le monde a la même mission, mais je parle au niveau peut-être du soutien, de la collectivité, du soutien financier. Est-ce qu'il y a des éléments de précarité qui sont différents, que ce soit francophone ou anglophone? C'est plus ça le sens de ma question. Moi, je suis un adepte de radio communautaire. Tout ce qui est médias communautaires, je trouve ça extraordinaire. Dans la communauté d'expression anglaise, on n'a pas vraiment réussi en radio, corrigez-moi, de trouver notre place. Alors, il y a eu des tentatives, on a demandé du financement du gouvernement fédéral, mais on n'a jamais trouvé le moyen, d'après moi, de vraiment appuyer le service à la communauté à travers la radio.
Moi, juste rapidement, en fait, la capacité d'un milieu à appuyer son média communautaire dépend de sa taille. En nombre, là, qu'on soit une communauté anglophone dans les cantons de l'Est, là, je pense aux radios à Lennoxville ou à d'autres places, ou à Fermont, une radio francophone, la capacité d'une communauté à soutenir, autant par les ventes de publicité, par les dons, etc., va être limitée à ce niveau-là. Donc, pour moi, ce n'est pas une question linguistique, mais c'est plus une question du milieu duquel le média est issu. Très bien. Merci beaucoup. C'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Merci. On va s'arrêter pour la pause du lunch. On va reprendre les travaux à 13h30. Donc, bon appétit. À tout de suite.